Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à ces journées de partage des savoirs. Ah pardon, c'est vrai, excusez-moi. C'est parce que je parle du Covid, de suite je mets le masque. Ça doit être ça. Je vous remercie effectivement de nous avoir accueillis dans ces partages des savoirs et des expériences. Donc on est deux infirmiers français qui avons migré effectivement sur la Suisse après notre doctorat. Et on vous présente un peu l'équipe de recherche qui s'est réunie pour répondre justement à une problématique qui nous était posée par les milieux cliniques en termes effectivement de la santé des infirmières durant la pandémie. Et c'était exceptionnel pour nous, comme chercheurs, pas pour les patients et pour les infirmières qui travaillaient, c'est de déclencher ce qu'on appelle une longitudinale, c'est-à-dire une étude continue de la santé des infirmières durant une pandémie, ce qui n'est jamais arrivé, puisque toutes les études qui ont été faites après une pandémie. On verra ce que ça a été fait, mais on ne croyait pas au départ qu'on aurait une continuité de la pandémie, puisque, lorsque effectivement la pandémie est arrivée, donc au mois de mars 2020, on a commencé à fermer les écoles, à fermer, les universités. Donc on s'est retrouvé un vendredi soir par une injonction de notre directeur, vous n'avez plus d'étudiants à partir de lundi, vous ne faites plus cours en présentiel à partir de lundi, et donc vous stoppez toutes vos recherches et vous vous consacrez à l'accompagnement des étudiants en milieu de stage, puisqu'il y a eu l'appel du terrain, qui a demandé à ce que les étudiants en licence, master aillent sur le terrain et vous les accompagnez effectivement sur leur vécu. Et c'est en commençant à accompagner les étudiants sur leur vécu expérientiel sur le terrain qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de données qui nous arrivaient, qui nous disaient « Oups, là, il y a quand même des choses qui se passent. » Je veux dire, c'est pas normal. Il y a des choses à mettre en lumière. Il y a surtout des stratégies d'infirmières qu'on trouvait magnifiques. On s'est dit, mais on dit finalement que toutes les infirmières mises sous pression vont tomber malades. Ben non. Je veux dire, au contraire, elles ont sublimé certaines la façon de faire. Elles ont été hyper créatives et tout. Donc en mars, on se disait avec les collègues, et c'est notre vice-doyenne qui nous réunissait par Teams pour savoir comment on allait, qui prenait soin de notre santé mentale aussi. Et on s'est dit, mais il y a des choses qui nous reviennent, qui nous semblent intéressantes à explorer. Et donc on va commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éclairer un petit peu ce que font les infirmières, ce que vivent les infirmières. Et au-delà du stress et de tout ce qu'elles ont effectivement accumulé ou à faire face, qu'est-ce qu'elles ont développé comme habileté et comme résilience. Finalement, on va voir que c'est un concept qui va revenir à la mode, puisque vous savez, les concepts, c'est ça va, ça vient. Je veux dire, la résilience, j'entendais parler en 90, puis ça s'est tassé, puis ça revient effectivement par-dessus. Et donc, lorsque la première vague a commencé à se tasser, on a commencé à regagner nos bureaux. Et puis en buvant le café avec mes collègues, j'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose pour voir ce qui se passe avec les infirmières. Et allez, on va lancer une longitudinale. Et c'est avec toute l'équipe effectivement que vous avez vu précédemment qu'on a commencé effectivement à lancer cette longitudinale, pour explorer un petit peu ce qui se passait auprès donc des infirmières. Et on a déposé le protocole en juillet 2020. On a, eu les subventions en mars 21, mais on a décidé de commencer sans fonds, ce qui est quand même assez exceptionnel. L'étude qui est partie d'abord de la Suisse. Moi, j'ai contacté la France parce que je me suis dit, c'est une étude internationale. On ne peut pas s'arrêter à la Suisse. C'est quelque chose qui est vécu, par toutes les infirmières. Donc, on a contacté l'ordre et qui est une des institutions qui a tous les emails des infirmières inscrites. Donc pour lancer des questionnaires, c'est fabuleux un ordre infirmier. Même s'il y en a certains qui sont réticents à l'avoir, au moins effectivement pour ça, c'est un avantage certain. La Belgique est rentrée dans l'étude par M. Dan Lecoq, que peut-être certains connaissent, dans l'Assemblée. Le Québec est rentré, le Portugal aussi, puisque j'ai un maître d'enseignement qui est portugais, donc il a dupliqué avec le Conseil de l'ordre du Portugal. Et nous sommes en tractation avec l'Italie et l'Espagne, pour continuer l'étude.
Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est parti d'une réflexion, d'un partage des étudiants et qui a amené des chercheurs à dire il faut unir nos forces pour pouvoir, je dirais, à un moment donné, visibiliser ce que les soins infirmiers. Et c'est aussi, en tant que chercheur, on était assez, loin de ce qui se passait, finalement. On se sentait un peu coupable de ne plus être efficient sur les soins et de se dire on va être plutôt emmerdant dans les soins qu'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, finalement, comme contribution, je dirais, à la profession. Et cette contribution, nous, c'est la recherche et c'est comment rendre visible un petit peu ce qui se passe. Et puis, la question qu'on se pose toujours, je veux dire, lorsqu'on lisait les études qui nous arrivaient, donc là, les chercheurs ont fait des méta-analyses, des méta-synthèses, ils ont commencé à rebrasser les résultats d'études antérieures qui ont été faites sur le SRAS, le MERS, etc. Et puis, on se rendait compte que tout le monde tombait malade et que, selon eux, je veux dire, les carottes étaient cuites, le système de santé allait s'écrouler, je veux dire, et que, effectivement, on allait vers un épuisement professionnel et un stress post-traumatique de toutes les infirmières qui allaient être exposées. Mais il y en avait certains qui disaient non, il y a quelques variables qui apparaissaient assez intéressantes du côté de la santé, je veux dire, comme la résilience, où les infirmières ont mobilisé énormément leur système de résilience, le soutien social qui était un facteur qui était actif, et on verra que lors du Covid, ce soutien social était très actif au niveau de leurs pairs, je veux dire, mais aussi de la famille. Et c'est ce périmètre salutogénique, je veux dire, que nous allons voir. Vous savez qu'à partir de 1978, Antoniowski a déterminé la santé non pas sur des critères effectivement pathogéniques, c'est-à-dire de maladies, mais sur des critères de santé, et nous oblige à regarder les facteurs protecteurs de la santé. Et les facteurs protecteurs de la santé, c'est un axe majeur des sciences infirmières qui s'appuie dessus. Donc, nous, on a décidé, au lieu de voir tout le monde qui tombait malade, je veux dire, de se dire, mais quelles sont les résistances ou, je veux dire, les éléments qui permettent aux infirmières de traverser ces situations complexes et de traverser ces situations difficiles. Finalement, pour se dire, à la limite, on se disait, le but ultime de cette recherche est de construire des interventions, je veux dire, basées sur les variables significatives, protectrices des infirmières durant les crises, je veux dire, pour après les dupliquer dans tous les hôpitaux, parce qu'on estime qu'il va y avoir d'autres pandémies qui vont nous arriver, donc ça va être quelque chose qui va être utile. Et puis l'hôpital étant soumis à des pressions majeures en permanence, je veux dire, ces éléments-là font partie, d'après moi, de la santé des infirmières continue au travail. Et lorsqu'on voit le temps d'activité des jeunes infirmières auprès, effectivement, des hôpitaux et la durée de vie, je veux dire, professionnelle des infirmières, il est temps de développer des projets, je veux dire, qui permettent de les maintenir en santé et donc de prolonger peut-être leur santé et leur activité professionnelle. Donc on voit que dans les écrits, je veux dire, sur les différentes pandémies qui ont été étudiées, on se rend compte que l'épuisement professionnel était une variable qui arrivait, la dépression, on voyait tous les éléments, les facteurs négatifs. On s'est dit, oulala, pauvres infirmières. Mais on s'apercevait qu'il y en avait certains qui nous rappelaient que jusqu'à 57%, je veux dire, des patients, lors de ces pandémies, ne se sentaient pas stressés. Bien au contraire, ils ont développé des habiletés, etc. Et puis, avec Dan Lecoq, qui est un peu je veux dire, quelqu'un qui n'attend pas forcément, je veux dire, d'avoir toutes les autorités, etc., a décidé avec sa directrice des soins de faire des entretiens, je veux dire, au niveau des CHU de Bruxelles. Et lorsqu'on commençait à analyser les données, on s'est dit, tiens, les infirmières se réalisent quelque part, elles s'aperçoivent qu'elles peuvent développer des habiletés cliniques, je veux dire, qu'elles ne pouvaient pas développer avant, que finalement, le mode de coopération médicale infirmière était très aplati, qu'elles étaient considérées comme des partenaires de décision, et que finalement, plus on augmente la latitude décisionnelle des infirmières et des infirmiers, moins elles perçoivent les événements de stress, et je dirais plus, elles peuvent faire face à des situations comme ça. Je ne dis pas qu'il faut développer en permanence des situations complexes, je dirais comme elles ont vécu, mais finalement, ça nous permettait d'argumenter, je veux dire, un petit peu les choses. Alors, dans le domaine de la discipline infirmière, je veux dire, au niveau du stress coping, il y a deux modèles
conceptuelle qui permet de nous éclairer, qui est dans les écoles, je veux dire, disciplinaires, elle s'appelle l'école des interactions. Moi, aujourd'hui, je n'en fais plus partie, je fais partie de l'école des soins humanistes, mais j'ai commencé dans ma thèse par cette école-là, et puis au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, de ma réflexion professionnelle, je suis arrivé à l'école des soins humanistes. Mais dans cette école de l'interaction, je dirais... je vais gérer mon stress, il n'y a aucun problème. Je dirais, on va y arriver, on va y arriver. Il me dit 25 minutes, c'est ça, oui, ça va être terrible, je dirais. Donc, effectivement, c'est le modèle de Neumann qui associe à la fois la pathogénie, c'est-à-dire qu'on peut tomber malade, effectivement, mais aussi la salutogénie, c'est-à-dire qu'on a des ressources pour faire face. Les stresseurs attaquent, effectivement, la ligne flexible de défense qui, finalement, c'est ce que nous avons tous les jours, notre ajustement au stress que nous avons tous les matins. Dès que nous nous levons, effectivement, nous faisons face à des stresseurs, je dirais, qui impactent, effectivement, notre quotidien. C'est la façon dont on les gère, effectivement, qui fait que cette ligne flexible de défense, toutes les techniques de gestion du stress, effectivement, de mindfulness, etc., permettent de renforcer cette ligne flexible de défense. Lorsque cette ligne flexible de défense est pénétrée, c'est-à-dire que le stresseur est tellement important que le stress perçu commence à s'élever, alors nous avons, effectivement, c'est la ligne normale de défense qui intervient. Je dirais, et là, on commence à avoir quelques symptômes qui apparaissent, des difficultés à s'endormir, etc. Donc, on commence à avoir une symptomatologie. Et plus l'impact du stress, je dirais, avance et ne voit pas effectivement de stratégies qui permettent de le diminuer, on arrive jusqu'à la ligne de résistance. Et là, les pathologies apparaissent, l'hypertension, je dirais, les maladies cancéreuses, etc. C'est des éléments qui sont extrêmement étudiés sur la psycho-immunologie, je dirais, du stress, où on voit effectivement ces lignes. Et puis quand on arrive au bout, effectivement, c'est là où ça touche nos structures de base et les décès peuvent apparaître à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, ce qu'on va essayer de travailler, c'est de toute manière les stresseurs, je dirais, ils étaient exposés à des stresseurs. Mais comme vous voyez, dans les stresseurs, je dirais, il y a des classifications. Soit le stresseur produit un impact négatif, à ce moment-là, il est perçu négativement. Soit les stresseurs sont perçus de façon neutre. Je mettrai un serpent au milieu de la salle. Chacun, nous aurions des réactions totalement différentes par rapport à cette situation dont notre perception serait totalement différente. Et puis, il y a des stresseurs qui sont positifs, c'est-à-dire qui nous vont chercher à nous, effectivement, à nous dépasser. Et c'est un peu, effectivement, cet axe que nous avons voulu explorer, c'est-à-dire les facteurs protecteurs qui permettaient d'éviter aux stresseurs d'arriver à la ligne normale de défense et de renforcer effectivement la ligne flexible de défense et à permettre de développer après des interventions primaires. Et vous voyez que l'avantage du modèle, c'est que en fonction des lignes qui sont atteintes, nous avons différents types d'interventions. Et notre but de la recherche, ça a été à partir de là, puisqu'on s'intéresse aux stresseurs, c'est comprendre d'une façon qualitative comment les infirmières au niveau international conservent leur santé et leur bien-être au travail tout au long, effectivement, de la pandémie Covid-19. Et c'est une étude mixte, effectivement, qui a été utilisée. Donc, les variables que nous avons utilisées, bien sûr, ça a été le stress perçu, c'est-à-dire comment je perçois l'intensité du stress lorsque je suis exposé à une pandémie. Normalement, sur le modèle, effectivement, ça devrait avoir effectivement des impacts sur deux variables que nous avons utilisées, deux variables résultats, c'est-à-dire le bien-être au travail des infirmières et la qualité de vie et la santé perçue sous forme de qualité de vie au travail, de qualité de vie. Pourquoi on a choisi deux éléments? On a choisi un élément plus spécifique au travail, c'est-à-dire est-ce que l'impact du stress perçu va avoir des répercussions sur mon bien-être au travail, c'est-à-dire va faire effectivement que je vais me désadapter au travail, mais aussi plus généralement à ma vie, je veux dire effectivement à ma santé globale, effectivement à ma vie, et on verra que ça aura des répercussions aussi au niveau de la famille. Et les facteurs protecteurs ont été
mise en lumière par la littérature. C'est-à-dire que dans les facteurs qui permettent au stress de ne pas arriver à impacter sur le bien-être au travail et sur la santé sont les stratégies d'adaptation actives et passives, sont la croissance post-traumatique. Alors on parle du stress post-traumatique, mais alors la croissance post-traumatique, c'est un concept qui est peu. Au contraire, il y a des événements extrêmement importants, je dirais, qui nous permettent de croître et de prendre des décisions ô combien dans notre vie. Je dirais, face à des situations critiques, nous avons pris des décisions qui ont été finalement significatives pour nous et qui nous ont permis parfois de changer de vie professionnelle et parfois changer de vie personnelle. Donc c'est des impacts extrêmement importants. La résilience, effectivement, qui est un ressort psychologique, je veux dire, donc Cyrulnik, je venais les classiques, effectivement, de la résilience. Le soutien social perçu, qui est pour moi un élément, effectivement, extrêmement important. Et puis, effectivement, la satisfaction au travail, je veux dire, et d'autres, l'identification professionnelle. Aussi, est-ce que le fait de se décider que je suis une infirmière compétente avec une identité professionnelle me permet de me diminuer la perception des stresseurs. Et ça, on voulait voir effectivement si comment je me vois comme infirmière, je dirais, avec la latitude décisionnelle que j'ai, peut impacter sur les facteurs donc, de stress. Donc voilà un petit peu effectivement. Et en qualitatif, on s'est décidé, bon mais ça c'est le gros schéma quantitatif, c'est le gros bulldozer qu'on envoie par questionnaire, je veux dire. Et puis qualitativement, on a décidé d'aller voir de façon plus spécifique certains éléments que développera effectivement Marilyn. Les ressources en santé et le bien-être au travail, effectivement, quelles sont effectivement les ressources au-delà de celles qu'on a citées qui ont été mobilisées, parce qu'en quantitatif, on ne peut pas tout mesurer. Hein. Je veux dire, il faut perdre l'illusion de pouvoir mesurer tous les facteurs. Je dirais le qualitatif, justement, nous aide à capturer, je dirais, les éléments, effectivement, que nous n'avons pas réussi à avoir. Et puis, de voir quels ont été les stresseurs professionnels et privés aussi qui ont impacté, effectivement, sur leur qualité de vie. Donc, 3 objectifs au niveau de la recherche. Le premier, c'est d'explorer les stresseurs en qualitatif. Deuxième, effectivement, de voir, effectivement, le niveau de santé et d'impact de la qualité de vie, des stresseurs sur la qualité de vie et le bien-être au travail, et puis d'identifier les ressources pour demeurer en santé tout au long, effectivement, de l'étude. Donc, nous avons fait une étude longitudinale, c'est-à-dire plusieurs temps de mesure tous les 6 mois, je dirais mixte, c'est-à-dire que nous avons mélangé, je dirais plutôt intégré, je veux dire, j'aime mieux ça, le quantitatif et le qualitatif, en sachant que c'est un grand quali et un petit et un grand quali et un grand quanti, c'est-à-dire que les deux sont au même niveau d'intégration et de compréhension, avec des entretiens effectivement qualitatifs qui finalement complètent les analyses quantitatives. Donc nous avons commencé à lancer le questionnaire par Sphinx. Nous avons des logiciels effectivement qui permettent de construire les questionnaires. Donc on a construit le questionnaire sur Sphinx qui donne un lien finalement qu'on a envoyé à l'ordre. L'ordre l'a envoyé sur son listing de 400 000 infirmières inscrites et nous avons 10 000 infirmières, dont 400 infirmières de psychiatrie qui ont répondu. Je veux dire, au questionnaire. Il faut dire que les infirmières de psychiatrie ne sont pas les plus agiles pour l'inscription à l'ordre. Donc, effectivement, je veux dire, nous dirons que nous avons quelques difficultés à les joindre lorsque nous voulons faire des choses. Et les entretiens qualitatifs, nous les avons faits par focus group, mais aussi par entretien individuel, puisqu'il était très difficile, pendant les périodes de pandémie, de réunir 3 ou 4 infirmières ou 5 en même temps, à la même heure, au même moment. Donc, on a décidé effectivement de s'ajuster aussi à la complexité de la situation. Je dirais, on a utilisé une théorie de mapping, je dirais, qui permet effectivement de construire très rapidement la carte conceptuelle, analysant effectivement les éléments. Donc très rapidement, effectivement, je vais passer sur les résultats. On voit dans la description des moyennes que finalement, les infirmières qui ont répondu avaient une qualité de vie moyenne, je dirais, mais par contre, bien-être professionnel qui était assez modérément élevé, je dirais, par rapport aux autres études. Le stress perçu, je dirais, était assez élevé aussi, mais pas plus que finalement dans la vie quotidienne. Et lorsqu'on fait des études sur les infirmières, il se situe à peu près dans les mêmes moyennes. Par contre, la résilience, je dirais, était un peu plus augmentée, je dirais, par rapport aux moyennes internationales, ce qui est normal. Je pense que, je veux dire, pour faire face effectivement à cet engagement au niveau du stress, il faut que les facteurs protecteurs, je veux dire, augmentent pour finalement
finalement avoir un maintien du bien-être professionnel. Et ce qu'on voit le plus, c'est surtout le soutien social, je dirais, qui a joué, je dirais, un impact énorme, je dirais, pour le maintien en santé des infirmières. Je dirais, et on voit effectivement que autant autrui, je dirais, c'est-à-dire le proche aidant, en général le conjoint, je dirais, a été un élément majeur, effectivement, la famille, mais aussi les amis, à milieu restreint. Donc, c'est quelque chose qui a été un impact extrêmement important. Lorsqu'on a fait des régressions linéaires, je dirais, pour voir comment les variables agissaient effectivement sur les deux variables résultats, je dirais, je vous laisse regarder, mais en conclusion, effectivement, de ces contributions des variables, c'est le stress perçu finalement qui impacte le plus la qualité de vie, je dirais, et lorsque le stress perçu, effectivement, je dirais, est important, il diminue d'autant la qualité de vie. Et c'est la résilience, effectivement, qui agit comme variable protectrice aussi, effectivement, de la qualité de vie. Donc, on voit que ces deux variables, et d'ailleurs, on voit que c'est les programmes de résilience qui reviennent à la mode aujourd'hui, je veux dire, pour soutenir la santé des infirmières. Et cette étude, là, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on est à T0 et il va falloir avoir les données de T1, T2, T3 pour voir l'évolution dans le temps. Mais là, on a un petit portrait, effectivement, de la situation. Je veux dire, oui, absolument. On va essayer. Là, on a regardé effectivement les infirmières libérales versus les infirmières hospitalières. Je dirais, et comme on voit effectivement que effectivement, les infirmières libérales effectivement, sont plus exposées, sont moins exposées directement au Covid, mais plus souvent indirectement. Et on va voir dans les entretiens qualitatifs que les infirmières libérales ont vécu vraiment des choses portes fermées ou déjà les ont mis dehors. En fait, ça a été assez fort, je dirais. Et leur qualité de vie et soutien social reçu sont légèrement inférieurs et leur résilience légèrement supérieure, c'est-à-dire elles ont moins souvent de soutien social de leur père, les infirmières libérales, puisqu'elles agissent souvent seules, je dirais, mais par contre, elles comptent plus sur leurs ressources personnelles pour faire face. Je te laisse la chasse. Donc c'est moi qui vais essayer de terminer en 5 minutes. Donc, je vais vous présenter le versant qualitatif pour la France, parce qu'il est vrai qu'on a fait le même versant qualitatif donc pour la Suisse romande. Et il fallait quand même que je revienne un peu en arrière. Bon, je vais pas m'étendre beaucoup sur le contexte, mais surtout sur le recrutement, en fait. Il faut savoir que toutes les analyses, tout le travail qu'on fait pour les données en France ne sont pas comprises dans le budget. Dans le fonds qu'on a reçu, le Fonds national concerne que les données suisses. Donc c'est un peu du bénévolat, là, tout ce qu'on fait là. Du coup, on avait prévu un recrutement en qualitatif d'octobre à décembre. Ça a été un peu compliqué sur la période. On voulait d'abord faire effectivement, comme en Suisse romande, on a pu le faire, des focus group. Après, c'est vrai qu'en visio, c'est pas terrible quand même. Mais c'était un pis-aller acceptable. Mais on n'a pas réussi sur la France. Donc, l'idéal, on voulait terminer le recrutement en décembre 21. Finalement, j'ai encore fait un entretien il y a 2 semaines. Donc, c'est un petit peu plus étalé dans le temps. Et puis, pour guider en fait cette entrevue, on a construit ensemble en équipe, tout le pôle qualitativiste de l'équipe, on a construit en fait un guide pour essayer d'avoir, à l'aide du modèle, donc on s'est servi vraiment du modèle pour avoir certaines données, donc essentiellement sur les données sociodémographiques pour un peu caractériser notre échantillon, l'expérience vécue et les stresseurs, la santé, le bien-être au travail et les ressources utilisées, ce qui correspond un peu avec les dimensions qu'on a sur le versant justement quantitatif, parce que l'idée c'était vraiment d'aller voir comment les données en fait, parce qu'on n'est pas encore dans la phase d'intégration des données, mais comment ces données-là vont éclairer les résultats de toute la phase quantitative. Donc les résultats préliminaires, nous avons réalisé 19 entrevues. Et on a séparé en fait les infirmières hospitalières et les infirmières libérales. C'est pas du tout les mêmes vécus. Je vais me concentrer sur les infirmières hospitalières. Puis si vous voyez le CD, CI, PC, c'est qu'on a fait en fait des catégories des degrés d'exposition. On a été voir les infirmières qui ont été en contact direct avec le Covid, c'est-à-dire qui travaillaient dans des unités Covid dédiées. Des infirmières qui étaient en contact indirect, donc qui travaillaient essentiellement, ça peut être la psychiatrie, ça peut être la médecine, où il y avait de temps en temps, c'est un patient Covid, mais d'où l'unité n'était pas dédiée. Et puis surtout les infirmières aussi qui n'avaient pas de contact. Et on verra qu'il y a vraiment des différences. En ce qui concerne l'échantillon, je passe rapidement. Voilà, c'était surtout des femmes. On a eu plus d'hommes en fait pour les infirmiers libéraux du coup.
Et la moyenne d'ancienneté, c'était 19 ans. Donc, en ce qui concerne les stresseurs, quels ont été les stresseurs auxquels les infirmiers se sont sentis exposés? Puisque là, on est dans du qualitatif. Alors, quand il dit, alors, je vais un peu passer rapidement, du coup, vu le temps qui reste. Les conditions d'emploi ont posé énormément de problèmes. Et notamment, on entend conditions d'emploi, les raisons, enfin les motifs d'emploi de la personne qui débordent en fait de son emploi. J'ai par exemple une infirmière qui a dit qu'en fait, elle était embauchée pour soigner, mais là, elle avait des tâches qui ne lui incombaient pas habituellement, donc ça sortait de son cahier des charges. Et ça a été un grand stresseur de devoir effectivement faire des choses qui sortaient en fait de la responsabilité. Si je vous trouve le verbatim... on va passer alors. Les conditions de travail, ça, on imagine bien que effectivement, ça a été un gros stresseur pour les infirmiers, avec... En psychiatrie, d'ailleurs, c'était étonnant, mais le fait de porter une blouse a été un gros stresseur parce que dans ce service-là, il n'y avait pas de blouse. Et du coup, les soignants se sont retrouvés à devoir mettre des blouses et ça posait vraiment des problèmes aussi dans la relation avec le patient. Et ça a été vraiment décrit. Les manques, alors les manques qui sont de tous ordres, hein, le manque de personnel, le manque de relations avec les patients, le manque de reconnaissance, le manque de cohérence aussi. Et le manque de soutien parfois de la hiérarchie. Le climat angoissant, c'était vraiment décrit surtout pour les infirmières qui étaient en contact direct, parce qu'elles sont retrouvées dans des services avec beaucoup de patients intubés en décubitus ventral, avec des scotch sur les yeux, ça faisait ambiance zombie, c'est un peu des mots qui reviennent comme ça. Et dans les autres services, on venait en pleurant, on se réconfortait, on se partageait les Kleenex aussi. C'était des choses qui ont été beaucoup dites. L'incertitude... Hein? Oui, il ne fallait pas partager, mais bon. L'incertitude aussi, parce qu'il n'y a pas eu un discours qui a été rassurant et les consignes changeaient souvent. C'était l'incertitude vis-à-vis des consignes, mais aussi tous ces infirmiers qui n'étaient pas en contact direct, donc qui n'étaient pas dans les unités dédiées, mais qui arrivaient le matin et ne savaient pas où elles allaient travailler, parce qu'on les dispatchait en fonction des besoins, puis elles arrivaient, puis du coup, elles ne savaient pas du tout où elles allaient travailler. La pénibilité... Toutes les infirmières ont parlé de pénibilité, tant physique que psychologique. C'était dur, c'était lourd. On voit ça beaucoup. L'insécurité aussi, liée au fait que Covid était une nouveauté, puis que certains infirmiers ne se sont plus reconnus dans leur expérience. Par exemple, une infirmière qui disait qu'elle avait l'habitude de travailler en pneumologie, donc son service a été changé en service Covid, mais pas pour les Covid intubés. Puis elle disait, je ne pouvais pas faire mon tour de chambre, le patient, il allait bien. Habituellement, je suis en mesure, avec mon expérience clinique, de reconnaître quand un patient il va se dégrader. Et puis là, en fait, si par hasard je revenais dans la chambre 1 heure après, il était en décompensation et j'avais rien vu venir. Donc il y avait ce sentiment aussi d'insécurité par rapport à la nouveauté, et puis surtout l'inéquité. Ça, c'est des choses qu'on a vues entre les pas de contact et les contacts directs, parce que les pas de contact et les contacts indirects aussi disaient qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis sur les services un peu phares, soins intensifs, réanimation, et puis ceux qui étaient dans les autres services se sont retrouvés à travailler avec la moitié du personnel qui avait été dédié pour les soins intensifs, et puis finalement, eux, ils n'avaient plus de moyens. Et la psychiatrie aussi a été dans ce ressenti-là. Donc je vais passer rapidement sur la santé pour rester dans les temps, mais ce qui se dégage vraiment, c'est la fatigue, l'épuisement, les mécanismes physiologiques du stress, la prise de poids ou la perte de poids par exemple. Et voilà. Le bien-être au travail, curieusement quand même, on a eu les deux. Donc, on leur demandait d'abord une définition pour savoir qu'est-ce que c'était pour eux. Donc ce qui revient, c'est surtout avoir assez de personnel et puis l'ambiance de l'équipe. Par contre, dans l'évolution, on a eu des gens qui disaient effectivement que en fait, ça n'avait pas changé parce que ça s'inscrivait dans un contexte déjà détérioré avant et que finalement, ça ne changeait pas leur bien-être au travail. Ce qui est intéressant, ce sont les ressources. Évidemment, ça, on l'a trouvé dans le versant quantitatif, le soutien, qui soit effectivement dans le cercle privé, mais beaucoup le soutien d'équipe.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que les entretiens qui ont eu lieu après montrent quand même un certain essoufflement de ce soutien, où les gens disent bah oui, alors en mars 2020, on était tous ensemble, et puis là, même ça tient moins. C'est-à-dire avant, on venait même sur nos temps de repos parce qu'il y avait l'équipe, il y avait le copain, et là maintenant, on sent vraiment un essoufflement. Prendre soin de soi, de quelque manière que ce soit, surtout il y a eu des jolies expériences de sport à la maison, devant des plateformes, enfin voilà, essayer de prendre soin de soi. Reprendre le contrôle, ça c'était intéressant aussi, parce qu'il y a un certain nombre de soignants qui ont dit nous on a quand même laissé rentrer les gens pour les visites, notamment au début, pour les fins de vie, on trouvait ça pas normal que les familles puissent pas venir, donc ils se sont organisés pour quand même rendre ces visites possibles. Et le fait d'avoir des actions comme ça a été une super ressource pour eux, parce que ça les remettait en fait dans la dimension du soin. Et puis s'échapper, on a eu quand même beaucoup de soignants qui nous ont dit moi, si je tiens, c'est parce que je vais à la retraite. Dans 5 mois, je suis en retraite. Moi, si je tiens, notamment, je pense à une infirmière en psychiatrie qui disait mais moi, si je tiens, c'est parce que j'ai posé une disponibilité et que je m'en vais. Alors, c'est bon, je vais tenir. 3 mois, je tiens, mais sinon, je ne tiendrai pas. Et ça peut être différents moyens. Il y a aussi des infirmiers là qui sont partis sur le libéral. Et on verra que je ne me suis pas intéressée aux libéraux, mais les libéraux ont vécu moins de stresseurs parce qu'ils ont eu le choix. Ils ont pu participer à la prise en charge des patients Covid où ils pouvaient refuser. Ils avaient ce choix que n'ont pas eu en fait les hospitaliers. Et puis enfin aussi les caractéristiques personnelles. Les personnes qui ont travaillé en contact direct, le mot adrénaline est vite revenu, de se dire de toute façon nous c'est notre quotidien et puis on a résisté par rapport à ça. Oui, je me dépêche, allez. Être en accord avec ses valeurs. Ça a permis aussi aux soignants de retrouver leurs valeurs. Et quelles valeurs? C'était assez étonnant, mais les valeurs de l'hôpital public. La notion de mission de l'hôpital public, il y a beaucoup d'infirmiers qui ont dit ça. On dit, mais là, je me suis retrouvée, nouveau, on est là, on est dans nos valeurs. Et puis enfin l'humour, j'ai trouvé très touchant une équipe qui s'est fait des Koh-Lanta en fait dans leur unité. Puis il se passait le bâton d'immunité. Celui qui résistait au Covid, il recevait le bâton d'immunité. Puis ils ont mis comme ça en place dans beaucoup d'endroits l'humour pour tenir quoi. Bon, on peut passer, parce qu'à la fin, on leur posait la question de savoir qu'est-ce que ça leur faisait de se retrouver dans une situation inédite. Qu'est-ce que ça leur a apporté professionnellement? J'ai peut-être juste deux secondes. Un grand questionnement professionnel. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? On devrait avoir le droit d'être comme les autres. Tu donnes tout et toi, tu t'oublies. Ce métier, c'est se tuer à la tâche ou en changer. Et puis au niveau personnel, surtout, mieux se connaître. Mais ça, je veux plus faire. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et puis, juste pour la petite histoire, on a relancé donc là l'enquête T2, donc c'est le 3e temps de mesure. Puis on a eu une grande attrition. L'attrition, c'est la perte en fait de répondants. Parce que sur la France, on a eu effectivement à T0 9000 répondants et il en restait 3000 sur T1. Et à la fin du premier temps, on leur demandait s'ils étaient d'accord d'être recontactés. Donc moi, j'ai recontacté tous ceux qui ont répondu à T0, mais qui n'ont pas répondu à T1. Pour les relancer en disant voilà, on va relancer encore là, ce serait intéressant, etc. Et puis j'ai eu plein de réponses, mais voilà ce que les gens m'ont répondu. J'ai fait un burn-out en mars 21 et je suis en arrêt maladie. Il est probable que je reprenne pas mon poste. Beaucoup de désillusions. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'on peut en faire de ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de réponses comme ça. Donc voilà, c'est la conclusion. Ce qu'on voit, c'est qu'à T0, effectivement, l'année dernière, en mars 21, ça tient. Les gens sont là. Ce qu'on voit dans la durée, déjà à T1, pour le Cali, c'est que les gens s'épuisent, commencent gentiment à trouver que c'est un peu long. Et notre grande question, c'est que va-t-on trouver à T2 et à T3 ? Donc à T3, on refera une vague qualitative. Et ça nous intéresse vivement de savoir comment vont les gens, est-ce qu'ils sont encore là ? Et on est très inquiets en fait pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Alors pour finir,
pour finir l'intervention, je veux dire, on a un comité de directeurs de soins qui suit effectivement notre recherche, puisqu'on rend compte, si vous voulez, aux directeurs de soins de ce qui se passe dans leur établissement, ce qui semble normal. Je dirais, ils nous disent que c'est maintenant qu'ils commencent à voir, je veux dire, après la fin des vagues, je veux dire, les départs ou les reconversions des infirmières, et ils sont plus inquiets, je veux dire, de la situation maintenant qu'ils l'ont été pendant la crise, je veux dire, du Covid et les différentes phases que vous avez eues. Donc, je pense que la recherche va nous apprendre un petit peu les conséquences après une grosse crise comme ça, je dirais, qui vont impacter le système de santé. Merci. Merci.